Première partie du grand décryptage consacrée ce soir à la libération des otages français en Syrie. Ils sont revenus ce week-end en France. Vous l'avez vécu évidemment en direct sur iTélé. Ils étaient séquestrés par les islamistes du groupe État islamique en Irak et au Levant. La France assure n'avoir versé aucune rançon. Avec nous sur ce plateau, Gérard Lopez, psychiatre et président de l'Institut de victimologie. Bonsoir Gérard Lopez et Olivier Ravanello. Mais tout d'abord, on écoute le témoignage de Didier François. C'était ce matin sur sa radio Europe 1. Didier François qui a notamment évoqué son retour à la liberté. C'est quand même une période, un moment très 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 fort. Il y a beaucoup d'émotions peu contenues, ça doit s'entendre un petit peu à ma voix. Mais personne ne vous en voudra, vous pouvez y aller. Mais voilà, c'est formidable. À la fois, c'est ce que j'attendais, et en même temps évidemment repartir sur le terrain, faire le travail. Mais voilà. On retrouve sa radio, on retrouve son métier, on retrouve ses camarades, et on sait qu'ils l'ont fait. On sait que pendant les 10 mois où on n'était pas là, ils ont fait le travail. Ma première question est pour vous, Gérard Lopez. Vous êtes psychiatre. Vous venez d'entendre Didier François. Vous avez vu évidemment les 3 autres ex-otages ce week-end. Édouard Elias, Pierre Torres, Nicolas Hénin. Question simple, question que je pose à un médecin. Comment les trouvez-vous ? Écoutez, il y en a 2 qui sont quand même assez euphoriques, on le serait à moins. Ils ont passé des mois et des mois enfermés, si j'ai bien compris, parfois sans voir le jour. Et il y en a un, on ne peut pas dire grand-chose parce que précisément... Pendant la majorité du temps, sans voir le jour, oui. Oui, la majorité, c'est ce que j'ai compris. Alors il y en a 2, je ne sais pas très bien, mais en général, quand ils sont libérés... Le moment de la libération, c'est un moment extrêmement dur parce qu'on ne sait pas comment ça risque de se passer, ça peut tourner mal. Mais dès qu'on est en sécurité, dans l'avion ou dans un sas, quand on arrive, en général, c'est une période d'euphorie. Est-ce qu'on peut donner le change en laissant apparaître cette bonne humeur, cette joie, alors qu'à l'intérieur, on est beaucoup moins bien en réalité ? On ne donne pas le change, c'est un état qui pourrait être transitoire. C'est ça qui est vraiment difficile, ça pourrait être transitoire. On ne peut pas savoir comment les gens vont réagir après 10 mois de captivité. Mais s'ils ont vécu des moments difficiles, tout ce qu'ils ont vécu s'est inscrit dans leur cerveau, dans ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle, et ça risque de se déclencher comme un magnétoscope. Ils risquent de temps en temps de revivre les choses en pensée, en images, en cauchemar. Ils peuvent avoir des difficultés, faire des efforts pour zapper, mais c'est très difficile. Avoir beaucoup de difficultés. Quand quelque chose leur rappelle ces événements, ceci peut arriver. On ne peut pas le savoir, et souvent ça arrive avec une période de latence quand on est au calme. Gérard Lopez, une question. Est-ce que plus la détention est longue, plus les séquelles sont importantes, ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de lien ? Bien sûr, ça joue la longueur, mais c'est surtout les événements dramatiques qu'on peut avoir vécus. Des tentatives des blessures, des humiliations, parfois des simulations comment on dit Oui, bien sûr, si on vit des moments traumatiques comme ça, ces choses-là s'inscrivent dans la mémoire émotionnelle. Olivier Ravanello, les ex-otages ont été entendus par des psys au Val-de-Grâce, à l'hôpital du Val-de-Grâce. Ils sont aussi débriefés par les agents de la DGSE, les services secrets français, avec cette fois un autre objectif qu'un objectif purement médical, évidemment. Oui, c'est une sorte de renvoi d'ascenseur pour tous ceux qui, depuis des mois, ont œuvré à leur libération. Simplement, les agents de la DGSE leur demandent le maximum de détails sur ce qu'ils ont pu voir, parce qu'ils ont été dans une zone de conflit au contact de belligérants, qui plus est sont devenus des ennemis, puisque la France, même si elle n'intervient pas directement, est quand même partie prenante de ce conflit. Elle a envisagé d'intervenir militairement, elle s'est retirée, mais elle apporte quand même toujours un soutien très fort et très opérationnel et très politique à la rébellion syrienne. Donc ce que demandent les agents de la DGSE, c'est racontez-nous tout. La capture, combien ils étaient, dans quel type de véhicule ils étaient, quelle langue ils parlaient, est-ce que vous avez reconnu un accent, étaient-ils nombreux, comment étaient-ils organisés, est-ce qu'il y avait un chef, 2 chefs, plusieurs chefs, à quels endroits est-ce que vous avez été retenu, est-ce que vous avez pu localiser, combien de fois ils vous ont déplacé, aux médias. à quel moment, évidemment pas.
l'objectif, c'est de donner ces informations qui sont très opérationnelles juste aux services secrets parce que c'est utile à la France, pour faire simple, mais de ne pas trop le divulguer dans les médias parce qu'il ne faut pas oublier qu'il reste 20 otages aux mains de ce même groupe et qu'en ce moment, on sent que ce groupe, et on en reparlera, est plutôt dans une logique de libération. Il a envie de capitaliser et de monnayer ce butin que représente l'ensemble des otages qu'il détient, et que s'il se sent acculé, trop identifié, trop localisé, il peut se crisper et dire on ne rend plus rien. Et c'est vraiment un groupe qui maintenant est sur le reculoir. Donc il faut arriver à gérer les deux, à maîtriser les deux. On va écouter un autre extrait du témoignage de Didier François. Ce matin, il évoque la dureté de la détention. Écoutez. C'était des conditions de détention en zone de guerre, avec parfois des enfermements très proches des lignes, voilà, le combat autour, les privations qui touchent l'ensemble des Syriens, plus le fait que voilà, on était quand même, ça a tout de suite été menotté, on était dans des sous-sols sur les 10 mois et demi, on a dû passer 15 jours, 3 semaines dans une maison où on avait vu sur l'extérieur. Voilà, il le dit là, 15 jours, 3 semaines seulement sur 10 mois de détention dans une maison, il voyait l'extérieur. Comment fait-on pour revenir à une vie normale ? Quels sont les écueils à éviter ? Le premier écueil, c'est ce débriefing technique. Parce que reparler des choses qu'on a vécues peut relancer le magnétoscope. Heureusement, je pense qu'il y a des médecins qui vont être là, qu'on va les interroger le plus gentiment possible, peut-être. C'est pas une pratique médicale que d'accoucher, entre guillemets, évidemment, de ce cauchemar. C'est pas une pratique médicale, mais quand on revient sur les faits, les gens évitent toujours d'en reparler. Donc il faut vraiment faire de la relaxation pour avoir le maximum d'informations. Quand ils vont retourner chez eux, certains d'entre eux donc vont avoir un état de stress post-traumatique. Ils vont revivre les choses, ils vont éviter. Si ceci arrivait, pour se reconstruire, il faudrait qu'ils aillent voir un médecin. Mais il n'y a pas que ça pour se reconstruire. Pour se reconstruire, il y a 3 étapes. La reconnaissance. Ils ont été reconnus par leurs collègues, par le président de la République, par la nation. Ça, c'est un point extrêmement fort. Reconnaissance en tant que victime. En tant que victime. Deuxièmement, des soins pour ceux qui en auront besoin. Et là, il faut trouver des spécialistes qualifiés. Il y en a en France, il y en a à Paris, il y en a un petit peu partout. Il y a des diplômes. J'organise un diplôme d'ailleurs. Et la troisième chose, pour se reconstruire, c'est être indemnisé d'un certain point de vue. Or, vous le savez, il y a un fonds de garantie des actes de terrorisme. Tout ce qu'ils ont perdu sera remboursé intégralement. Ça fait partie de la reconstruction psychique. Mais bien entendu, symbolique. Parfois, un franc symbolique pourrait suffire, mais à mon avis, ils ont perdu beaucoup de choses. Et le conseil que je leur donne, si je peux me permettre, c'est d'aller vers une association. Il y a 2 associations importantes. Il y a l'Association française des victimes de terrorisme et il y a aussi l'association d'un ancien otage que vous connaissez, monsieur Normandin, Otage du Monde. Jean-Louis Normandin, Otage du Monde. Si ils font ça, s'ils ont l'intelligence d'être soignés, s'ils revivent trop les choses et s'ils sont bien indemnisés, bien soutenus par une ou 2 associations qui travaillent ensemble, je crois que le pronostic n'est pas mauvais, s'ils n'ont pas été maltraités dans l'enfance. Voilà. Évidemment. Olivier Ravanello, les conditions de séquestration ont été extrêmement dures. On vient de l'entendre à nouveau, avec menace de mort, avec un pistolet sur la tempe. C'est ce que racontait Didier François, notamment ce matin sur Europe 1. Que sait-on des preneurs d'otages, de ce groupe islamiste État islamique d'Irak et du Levant ? C'est Al-Qaïda dans la région, État islamique en Irak et au Levant. Le Levant, c'est la Syrie, qui est dans la région depuis longtemps, depuis les années 2004-2005. Ce sont eux, avec d'autres noms, qui étaient emmenés par Zarqawi à Falloujah, souvenez-vous, qui avait voulu créer un califat sur cette ville, c'est-à-dire un territoire sur lequel la charia, interprétée de la manière la plus barbare et étroite qu'il soit, est appliquée de manière implacable. Les Américains ont engagé une guerre contre eux qui a duré très longtemps parce que ce sont des combattants extrêmement organisés, très bien entraînés, qui suivent une discipline militaire très stricte et ça c'est une nouveauté qui est apparue durant ces années-là, ont fait de la prise d'otages le moyen d'alimenter leur trésor de guerre. Auparavant, et Didier François en est un exemple, vous alliez au contact de groupes armés dans différentes zones de conflit, il se faisait un devoir et un honneur de vous protéger quand vous étiez journaliste. Ils ne vous prenaient pas en otage. Et pourtant, Didier François
Kabila s'est retrouvé pendant très longtemps avec les Tchétchènes de Bassaïev, qui étaient tous sauf des enfants de cœur. Mais il l'avait adopté, il l'appelait Didi. Ça faisait partie des règles du jeu, parce qu'on considérait à l'époque que le journaliste était celui qui transmettait leur message et les raisons de leur combat. Tout a basculé en 2003. Donc à partir de ce moment-là, Al-Qaïda dans la région enlève des Français, Georges Malbruno, Christian Chesneau, Florence Aubenas, des Américains, des Chinois. Et ce mode de fonctionnement, eh bien, ils viennent de le transposer en Syrie. Ce sont les mêmes, peu ou prou. Ils sont irakiens pour ce qui est des chefs. Ils recrutent des mercenaires venus de l'étranger, beaucoup du sud tunisien, du Maroc, quelques occidentaux, même s'ils sont plutôt confinés aux tâches subalternes. Et ils veulent, là encore, créer un califat à cheval sur l'Irak et sur la Syrie. Mais ils ont pris tellement de puissance et ils ont tellement maltraité les populations que le reste de leur rébellion syrienne s'est retourné contre eux en janvier. Et c'est à partir du moment où ils ont été attaqués qu'ils ont commencé à vouloir libérer les otages, à engager des négociations qui sont arrivées à la libération d'otages espagnols et puis aujourd'hui d'otages français, peut-être demain d'autres puisqu'ils en détiennent encore 20. Olivier Ravanello, merci pour toutes ces explications. Merci à vous, Gérard Lopez, d'être venu en direct ce soir sur iTélé pour ce grand décryptage sur les otages. Et puis je vous rappelle qu'il reste 2 otages français dans le monde. Serge Lazarevitch, détenu depuis le 24 novembre 2011, encore détenu au Sahel, et Gilberto Rodriguez Leal, détenu depuis le 20 novembre 2012.